Démarche maintenant plutôt historique. Donc j'invite Bernard Disembourg, professeur émérite conseiller de France Université, à rejoindre la table, ainsi que Jacques Bernard, directeur de l'AMU de 2005 à 2010, et Claude Ronceret, directeur de l'AMU de 2011 à 2013, et de nouveau Stéphane, directeur de l'AMU de 2014 à aujourd'hui, à nous rejoindre, et le temps qu'il s'installe, l'occasion un peu de vous présenter l'ouvrage que nous avons décidé de faire il y a tout juste un an, à vrai dire. Je vous laisse vous installer. Installez-vous et après on choisit la place des... Et je tiens à excuser Josette Soulas, que beaucoup d'entre vous ont connu, ont apprécié pendant qu'elle était directrice ou inspectrice générale dans l'enseignement supérieur et de la recherche. L'excuse, elle n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour des raisons de santé. J'essaierai, on a échangé plus d'une fois, puisqu'elle témoigne dans l'ouvrage à plusieurs reprises. Je vous inviterai à regarder ces mots de conclusion qui portent toute la sagesse qu'elle a aujourd'hui, ou qu'elle avait peut-être avant, ça je ne peux pas témoigner, sur l'agence. Et donc j'essaierai de porter ces mots quand la table ronde sera lancée. En attendant qu'elle se lance, on va me laisser 5-10 minutes, s'il vous plaît. Je vais vous laisser un petit peu réécouter cette histoire et relire l'histoire que je vais présenter rapidement, donc pour en fait présenter cet ouvrage. Très rapidement, en fait, on a décidé de faire une commémoration avec une logique plutôt scientifique, de se poser vraiment des questions. Quelqu'un parlait d'un parcours peut-être récursif sur notre passé, savoir comment on était, pourquoi on en était là, avec une question principale. C'est finalement comment ce modèle de GIP, après 30 ans de fonctionnement, est-il encore viable pour le système universitaire? Donc c'est une vraie question. L'ouvrage y répond en partie, au moins pour la partie historique. Et cette demi-journée est censée aussi améliorer cette chose-là. Sur les diapos suivantes, c'est moi. Donc, si vous avez envie de découvrir, donc l'ouvrage est disponible, la présentation est disponible sur HAL, et donc l'idée c'était de rentrer vraiment dans une logique d'un ouvrage dans des presses universitaires, donc celle de l'école des mines, de rentrer vraiment dans une logique de questionnement, d'aller rechercher du corpus et de faire un travail qui a débuté, c'est drôle, l'avantage des souvenirs Facebook aujourd'hui m'est revenu une visite des archives il y a un an. Donc c'est un an jour pour jour, on débutait avec Hugo qui est présent ici, on débutait, alors tu n'étais pas encore là, mais on débutait en fait ce projet de livre. Donc c'est sur cette histoire que je veux revenir. On a été accompagné scientifiquement par... donc un comité scientifique. Je vais le présenter rapidement. Si vous voulez avoir les noms en détail, vous irez les voir. Donc il y a aussi bien Bernard qui était là, Nicolas Marty, Pierre-Michel Richaud, Lise Verlaet, Christa Pellissier, Soufiane Rouissy, Julien Lugan, Mathieu Oliveira, et les 4 auteurs présents, ici moi-même, Stéphane Athénas, Sylvie Bartel et Hugo Lancea, qui nous a aidés pour la partie archives et pour la rédaction de certains éléments. Diapo suivante, les questions scientifiques, en fait, pour répondre à cette question, on va passer très très vite. En fait, on a fait un champ d'hypothèses. Le premier, c'est d'imaginer que, en fait, le GIPAMU, alors quand je prononcerai GIPAMU, considéré 30 ans, donc quand je dirais que Bernard Disembourg était le président le premier président, c'est de GIPAMU, et c'est pas de AMU ou GIG, etc. Vous verrez dans l'histoire de l'AMU qu'il y a plusieurs noms, et donc c'est cette évolution qui est présentée là-dessus. Donc le premier champ d'hypothèse, c'est que on est dans une logique évolutionniste. Peut-être cette notion d'administration de mission est au cœur en fait de l'AMU. Et on a une nécessité d'évoluer pour ne pas disparaître. Alors il faudra attendre simplement, je crois, il y a 5 ou 6 ans, ou peut-être 10 ans maximum, pour que la convention constitutive ne soit pas reconduite que pour 4 ans ou 5 ans. Donc il y a bien cette logique que ça peut s'arrêter au prochain tour. Et donc il y a une évolution sur les technologies. On adapte les technologies qui sont utilisées. Donc on apporte cette chose-là dans le SR au sens global.
Et on adapte aussi des solutions parce qu'il y a des évolutions réglementaires et je crois qu'on peut tous témoigner que les évolutions réglementaires dans l'enseignement supérieur et la recherche sont assez fréquentes pour qu'il en fait, y ait une nécessité d'évolution des structures qui les portent. La deuxième chose, c'est que le GIP a toujours été en fait en lien avec ses partenaires, que ce soit ses adhérents, que ce soit la tutelle, que ce soit les représentants des adhérents par l'intermédiaire de France Université ou de CPU, et va jouer en fait dans cette évolution un jeu de bottom-up et puis de top-down, et jouer ce rôle de transmettre l'information vers l'un, vers l'autre, et suivant les années, va sûrement adapter aussi son mode opératoire à là où le pouvoir est peut-être le plus fort, et c'est peut-être un signe de pouvoir durer aussi, de pouvoir évoluer, de savoir s'adapter en fonction de cette chose-là. La troisième chose, c'est de s'appuyer sur les acteurs. On est vraiment dans une logique d'acteurs et on en a 4 ici et 5 pour Josette qui en fait ont fait évoluer totalement la structure de par leur rôle. Mais parfois, et on a encore un témoignage, encore un signe aujourd'hui, par le rôle en dehors de l'AMU, et si on est accueilli aujourd'hui, c'est par un ancien AMU dans cette salle. Donc il y a toujours cette logique d'acteur qui est capable de faire durer cette chose-là au travers du temps. Rapidement, la partie 2, la collecte d'informations. Alors, 3 sources. Un corpus archivistique, merci Hugo, d'un corpus issu de 14 entretiens semi-ouverts, donc des personnes qu'on a choisies de par leur présence, soit dans les conventions, dans les comptes rendus, dans les résumés d'Assemblée Générale, ou bien quand il y avait, puisqu'on a fait une troisième source, on a fait un focus group avec des salariés de l'AMU, qui étaient présents sur les 30 années ou presque. Et donc, on a eu des noms, ou presque, j'ai dit. Et donc, il y en a ici dans la salle, et merci beaucoup pour votre rôle. Et donc, vous nous avez donné avec Hugo des noms qui nous ont permis d'aller faire des entretiens semi-directifs. Donc, vous voyez, on arrive à faire la connaissance en allant chercher par les acteurs, puisqu'on a considéré que c'était des éléments importants de l'évolution. Et c'est par cette connaissance expérientielle, en fait, des acteurs qu'on est revenu chercher l'histoire et reconstruire l'histoire. Je ne suis pas historien, donc je vais dire sûrement des bêtises quand je parle d'histoire, mais toujours est-il qu'on a travaillé beaucoup sur la narration, partie 3, la périodisation, le récit. Il fallait trouver une histoire, un récit, une narration, vous raconter une histoire telle qu'on l'avait perçue. On s'est peut-être trompé tous les 4, mais disons que les éléments de corpus qu'on avait, en les croisant, on a écrit une histoire qui vous est présentée avec une notion de périodisation et de tableaux. Sur les tableaux, vous verrez dans l'ouvrage, il y a une journée apogée en 1999, il y a son cousin qui est la journée PC Skol Pégase en 2022. On a tous les outils aujourd'hui, et un petit coucou à tous les chefs de projet présents ici. Donc vous retrouvez vos projets aussi là-dessus. Une remise des victoires de la modernisation de l'État dans la catégorie fonction publique pour le projet CIFAC en 2009. Et puis c'est à peu près tout pour les tableaux. Pour les périodes, on va sauter celle-là, comme ça ira un peu plus vite. Pour les périodes, on en a mis 5 en tout. Si vous avez déjà lu l'ouvrage, pardon de vous le répéter, mais globalement, on a dissocié en 5 parties. Ces 5 parties ont été faites par choix de crise qui venait déformer l'organisation. Crise, pas au sens grave du terme, plutôt une focalisation d'événements qui tout d'un coup provoque un mouvement de changement dans l'organisation. Et donc, on est arrivé à cette histoire et dans lequel je vais laisser la parole à Bernard Disembourg, qui est de la première période de cette histoire. Après, il y aura, je témoignerai pour Josette Soulas sur la deuxième période où on est sur la valeur de modernité. Pardon, sur celle de Bernard, c'est plutôt la genèse et le début du JPAMU. La deuxième période, porteur de modernisation, donc je porterai les mots de Josette Soulas. Sylvie, s'il te plaît. Et enfin, sur la troisième, la consolidation de l'organisation, Jacques Bernard témoignera de cette partie. Sur la transformation de l'organisation société de services en ingénierie informatique, Claude Ronceret prendra le relais. Bonjour Claude, je ne vous avais pas vu, pardon.
Et enfin, évolution vers une nouvelle organisation communautaire. On laissera la parole à Stéphane. Et je vais vous laisser enfin la parole pour vous présenter succinctement. Présentez-nous ou présentez notre période? Les deux. Ok, donc moi, à l'époque où je commence à m'intéresser d'abord au GIG, etc., et qui viendra ensuite la MU, c'est en fait une opération qui démarre dans les années 85. Même si en fait le GIG sera créé plus tard. Ça intervient, et moi à l'époque je suis vice-président d'université, je suis vice-président à Créteil. C'est un moment où se met en place une modification, un souhait de modification de la part de l'État de son rapport aux établissements. Jusqu'alors, il y avait des rapports extrêmement éclatés entre le ministère et ces établissements. Enfin, tout ça est parfaitement écrit par un certain nombre de chercheurs qui ont décrit tout ça, mais compris au ministère, c'est presque chaque direction, chaque bureau, etc., qui a des rapports avec les établissements. Et puis arrive Armand Frémont, à l'époque de Lionel Jospin comme ministre, qui veut avoir une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus tournée vers les directions d'établissement, faire exister les directions d'établissement, et en particulier promouvoir la politique contractuelle, qui sera la première grande modification du rapport entre l'État et les établissements. Et à ce moment-là, commence à se mettre en place un travail du ministère d'animation de réseau sur tous les domaines, système d'information, RH, politique pédagogique, etc. Et des réseaux qui à la fois regroupent des présidents, des cadres du ministère, des vice-présidents, beaucoup de cadres de différents niveaux, et qui commencent à travailler ensemble. Et tout ça s'accélère avec la mise en place des premiers contrats d'établissement. Et je crois qu'il faut dire qu'à l'époque, les établissements, d'une part, avaient très peu l'habitude de s'observer, d'essayer de se diagnostiquer, de faire un petit peu d'analyse de ce qu'étaient leurs points forts et leurs points faibles, etc. Les systèmes d'information étaient extrêmement rudimentaires, déficients, en tout cas peu développés. Les équipes informatiques, d'ailleurs, dans les établissements étaient d'une très très grande hétérogénéité. Il y avait quelques endroits, il y avait des équipes un peu fortes et structurées, d'autres endroits très peu. Et je pense que c'est comme ça que naît progressivement la maturation de l'idée qu'il fallait absolument avoir une capacité à développer des outils informatiques, parce que c'est comme ça que ça se définit à l'époque, des outils informatiques qui vont permettre de faciliter la gestion de l'établissement, pour faciliter la cohérence de l'établissement, pour l'aider à porter ses politiques et pour aussi, par là même, permettre un début d'autonomie par rapport au ministère et en particulier une négociation de contrats qui porte beaucoup plus sur des orientations politiques, etc. Et c'est comme ça que les choses se mettent en place. Donc il y a une forte impulsion de l'État. Assez rapidement, je crois qu'on peut dire qu'à l'époque, il y a une génération de présidents qu'on avait l'habitude entre nous de nous appeler la génération contractuelle, parce qu'on arrive vraiment tous en même temps. Après, on fait les premiers contrats dans nos établissements. Il y avait déjà des contrats recherche, mais uniquement. Donc il y a une génération contractuelle qui d'ailleurs est extrêmement soudée, se soude collectivement, et d'ailleurs veut faire bouger d'ailleurs aussi très fortement la CPU. Alors je ne vais pas citer des noms, mais Jean-Marc Montel, à l'époque, il y a André l'Espagnol, il y a Bernard Allouin, etc. Des noms qu'on va retrouver ensuite dans un certain nombre de situations. Et puis un travail très, très serré avec des personnes qui apparaissent aussi dans les réseaux,
un certain nombre d'agents comptables qui sont très mobilisés sur ces problématiques-là, des secrétaires généraux, à l'époque ce n'est pas des GS, un certain nombre de directeurs de services informatiques, on n'appelle pas ça les DSI à l'époque, etc., et qui vont vraiment pousser tous ensemble pour qu'on trouve une solution et dans un travail commun avec l'État. C'est vraiment un travail commun avec l'État. Il faut dire qu'à l'époque, on est dans une situation où la différenciation des établissements, elle existe, mais elle n'est pas revendiquée. On est dans une démarche qui est vraiment une démarche de construire une politique collaborative, coopérative entre les établissements et le ministère. Et on converge assez naturellement. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de solutions juridiques autres. On converge vers le GIP. Je dois dire d'ailleurs qu'à l'époque, on a d'autres hypothèses. On a travaillé à l'époque sur une hypothèse de la construction d'un opérateur dans le domaine des politiques de l'immobilier. Ça ira pas jusqu'au bout, donc ça s'arrêtera. Là, il n'y avait pas d'accord entre les établissements, alors que là, finalement, l'accord entre les établissements se fait, et c'est comme ça que se met en place le GIG, voilà, comme structure, lieu de coopération, mais on n'a pas eu de débat sur la forme juridique. Voilà, on n'a pas eu ni d'ailleurs sur les problématiques de savoir si c'était une structure qui n'était pas pérenne ou pérenne, enfin, etc. Bon, on ne s'est pas beaucoup posé les questions. En revanche, je crois que à l'époque, le ministère a joué un rôle important sur le financement, mais il fallait aussi faire accepter par les établissements une part de cofinancement. Et puis, on a eu d'autres débats qui ont été plus compliqués. Par exemple, dans les établissements, dans un certain nombre de services informatiques, l'idée qu'il puisse y avoir des formes d'externalisation de la production d'outils n'était pas toujours perçue comme quelque chose d'allant de soi. Il y avait même des résistances. Donc il a fallu progressivement lever ces résistances, enfin, etc., et aller vers des formes collaboratives, coopératives, enfin, etc. Voilà comment les choses se mettent en place et comment je deviens... Voilà, je deviens le premier président du GIC parce qu'en fait, rapidement, on essaye de faire qu'il y ait à la fois un président, un secrétaire général, un directeur de service informatique, un agent comptable, etc. Et c'est vraiment un travail qui est d'ordre collectif. Et ça démarre sur ces bases-là. Voilà. Josette nous aurait dit en fait qu'au cours de ses fonctions à l'université de Caen, elle a participé à la fusion des universités et à la construction des services généraux. Elle a été responsable du service études étudiants et confrontée à la nécessité absolue de renforcer l'informatisation de ce service au niveau des composantes et au niveau central. On est en 1989 à peu près, entre 85 et 89, on est à peu près une histoire à peu près parallèle. Ce qu'elle vit dans son établissement, ce qu'elle me raconte, ce qu'elle m'a raconté ce week-end. Et c'est là où en fait elle a découvert qu'il y avait besoin d'une nouvelle organisation des diplômes composée d'unités de valeur. Ça rendait difficile les examens terminaux. On est à une époque où le métier, peut-être que la scolarité n'est pas aussi bien... partagé, commun à l'ensemble des universités. Il y a des pratiques qui sont propres à chaque université. Et en fait, à Caen, elle a une expérience avec un informaticien qui est responsable du service central et dans lequel elle commence à monter au travers du métier des services adaptés à ce qu'on appellera aujourd'hui au domaine FVE, formation et vie étudiante. C'est peut-être plus formation à cette époque. Donc elle a mis en place des calendriers d'inscription, permettre de réduire des files d'attente. Dans les années 90, pour ceux qui n'ont pas connu, le mois de juillet, c'était un marronnier des journaux télévisés que de voir la file d'attente devant les universités. Donc là, ça faisait partie de cette chose-là. Elle a été secrétaire générale à l'Académie de Grenoble et toujours dans une logique de qualité. Donc c'est la qualité qui finalement va la faire la plus peut-être évoluer dans la fonction publique, puisqu'elle va être après nommée sur les logiques de politique contractuelle, toujours dans une logique de qualité avec l'animation de conseillers d'établissement, tous des anciens présidents d'université. Je pense qu'à ce moment-là, Bernard, tu étais avec Josette sur ce parcours. Parmi les expériences qui l'ont plus marqué, donc c'est évidemment le passage de GIG à AMU. Elle est nommée IGAENR, donc elle fera partie de l'inspection générale qui a évalué la structure à l'époque, pas dans une logique de trouver ce qui ne va pas, mais plutôt de trouver des moyens d'amélioration. 3 personnes, Alain Abécassis, pour lequel nous avons dédié normalement cet ouvrage
en son honneur et avec toute l'émotion des pensées que ça accompagne. Philippe Malon, qui était aussi présent à ce moment-là. Et donc, c'est cette inspection qui sort de la proposition de faire évoluer le GIP GIG, pardon, en GIP AMU, AM étant modernisation à l'époque, et qui évoluera plus tard sur une période de mutualisation. Mais là, je laissais la parole à Jacques Bernard sur cette partie. 2 mots pour me présenter. Je suis économiste de formation. J'ai eu une carrière au ministère des Finances, à la direction de la prévision, direction de la concurrence, consommation, etc. Et je suis tombé dans la recherche en 1993 où j'ai candidaté et été nommé comme directeur général adjoint de l'INRA. Et le directeur général adjoint étant le directeur administratif et financier, pour dire les choses simplement. Après quoi, je voulais surtout pas retourner dans l'administration. Donc, Sitterman, à qui je m'en étais ouvert, m'a fait nommer comme adjoint au directeur de la recherche. Comme quoi, il faut toujours être prudent. Et ensuite, j'ai été secrétaire général du CNRS, donc toujours l'équivalent de directeur général administratif, disons, et financier. Et ensuite, je faisais une mission à la fonction publique sur la mise en œuvre de la modernisation de l'État, c'est-à-dire l'adéquation de la gestion des ressources humaines à la loi d'orientation sur les lois de finances. Et là, j'ai croisé par hasard Josette Soulas qui m'a dit « Tu ne veux pas être candidat pour l'AMU ?» Et je lui ai dit venant du CNRS, ne connaissant pas les universités, j'ai aucune chance. Et j'ai été retenu parce qu'on voulait quelqu'un qui ne soit pas du Sérail et qui connaisse bien le CNRS. Comme quoi, il ne faut jamais partir perdant. Je suis arrivé à l'AMU donc en 2005 et c'était une période un peu difficile pour l'AMU parce que la génération d'applicatifs de gestion était un peu vieillissante et ça créait un certain nombre de tensions avec les usagers. Et du coup, la feuille de route était claire. Il s'agissait d'assurer le renouvellement de ces applicatifs et en commençant par celui qui allait le plus mal, disons, qui était Nabucco, l'applicatif de gestion budgétaire et financière, et de maintenir les autres à flot le mieux possible, sachant que la colonne vertébrale de l'AMU, enfin telle que je l'avais perçue à l'époque, c'était clairement les applicatifs de gestion. Il était fait un certain nombre de choses très utiles et très intéressantes à côté, mais malgré tout, les applicatifs de gestion étaient le point essentiel. Et donc, on s'est engagé pendant la période où j'étais là sur le choix d'un applicatif qui a été le choix de SAP et des CIFAC. Opération qui a été difficile, mais j'étais très bien secondé. D'abord, j'avais un président de GIP, Michel Lusseau, avec qui le contact a été excellent, la confiance très forte et avec qui on a très très bien travaillé. Une assez bonne entente avec le ministère et une assez bonne confiance également, ce qui fait que les crédits nous ont été comptés, mais peut-être un peu moins de manière tatillonne qu'à d'autres périodes. J'avais fait venir auprès de moi Christian Michaud, qui était mon directeur informatique au CNRS, qui était un peu vers la fin de carrière et qui avait envie de changer un peu d'air et qui a accepté de venir, et ce qui a été pour moi une aide importante parce que je ne suis pas informaticien de formation et du coup tous les deux ont formé un binôme qui s'est révélé, toute modestie à part, assez efficace. Et j'avais un chef de projet, Hugues Ponchot, qui s'est révélé également un très bon chef de projet. Donc ces éléments étant là, c'est une opération qui a été délicate, mais qui finalement est arrivée à son terme et qui, au total, on peut considérer que ça s'est plutôt bien passé. Et puis ensuite, mes successeurs ont engagé la refonte des autres briques applicatives. Voilà, rapidement. Ce qui nous amène à Claude, votre période. Tout d'abord, bonjour
Donc il ne peut pas y avoir 3 directeurs à la fois, ça va pareil, il en faut un seul. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'abord de m'avoir invité, malgré le fait que je n'étais finalement directeur qu'à peine de 2 ans et demi. Il est vrai que la MU a concerné davantage de temps de ma vie professionnelle, puisque j'avais commencé à en connaître quand j'étais au ministère, notamment sous l'égide du grand directeur qui a été cité tout à l'heure. J'ai également connu l'AMU comme adhérent et client, donc représentant l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, qui est maintenant un morceau de Sorbonne Université. Et puis j'ai encore connu l'AMU après avoir quitté l'établissement, puisque j'ai ça en commun avec Jacques Bernard. J'ai, après l'AMU, moi, rejoint l'INRA, qui est aujourd'hui l'INRAE, comme directeur général délégué, à l'appui à la recherche. Alors, cet engagement, je le décris parce que je crois que c'est ça l'AMU. L'AMU, c'est une équipe de salariés, de permanents, mais c'est aussi, Bernard l'a évoqué, un ensemble de réseaux, et des réseaux un peu complexes, parce qu'il n'y a pas que des réseaux institutionnels, il y a aussi des réseaux métiers parfois informels, ou de gens simplement qui sont engagés dans le collectif. Et puis c'est aussi lié à un certain nombre de projets, toute une série d'acteurs qui interviennent dans le cadre de ces projets, avec un savoir-faire, une expertise des agents permanents de l'AMU, je crois qu'il faut les appeler comme ça en quelque sorte, qui peuvent être liés au système d'information, bien sûr c'est important, comme l'a dit Jacques Bernard, mais qui peuvent être aussi liés à des métiers. Il y a une partie significative des personnels de l'AMU qui sont là d'abord parce que ce sont des vrais experts d'un métier, et c'est cette légitimité sur le métier qui très souvent est à la base de la légitimité de l'AMU. Alors, quelques éléments de contexte, mais avec un peu de recul, parce qu'aujourd'hui, moi, mon quotidien, c'est l'agriculture. Donc, je suis maintenant inspecteur général de l'agriculture. Je travaille plus particulièrement sur la transition agroécologique, qui a quelque chose à voir avec la transition des universités. Transition agroécologique qui est largement déterminée à la fois par le changement climatique, puis par une attention de la société civile qui devient de plus en plus importante sur l'enjeu de la qualité de l'alimentation et de l'environnement. Et donc notamment, je travaille à la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Donc vous voyez, je suis un peu loin maintenant de ces sujets-là, mais à l'occasion de cette journée, j'essaie de m'y replonger. Alors le contexte, quand j'ai pris la direction, c'était fait à la fois de réussite et d'incertitude. La réussite, Jacques Bernard vient de l'évoquer, elle était manifeste, c'est SIFAC, puisque en quelques temps, un temps finalement assez court, 2 ans, 3 ans, il y a eu une vague d'établissements qui ont choisi cet applicatif, aidé par les RCE, quand même, aidé par la loi qui a imposé aux établissements, ou ouvert plutôt aux établissements, la possibilité d'avoir davantage d'autonomie financière, d'avoir une dotation globale de fonctionnement, finalement, une subvention pour charge de service public, et de l'utiliser beaucoup plus librement qu'auparavant en masse salariale, fonctionnement, voire investissement. Donc c'était une révolution. Et pour pratiquer correctement cette révolution, le ministère a dit tout de suite, attendez, il faut que vous vous équipiez, il faut que vous ayez un solide outil financier. Et Jacques Bernard et l'équipe de l'AMU est arrivé avec SAP, offrant ainsi en quelque sorte des garanties de bonne gestion. Garanties, c'est pas 100% évidemment, mais c'est quand même un élément de garantie. Donc bravo pour cette opération. Moi j'en ai hérité à un moment où c'était déjà très avancé, mais il y avait quand même un certain nombre de questionnements pour la pérennisation du dispositif. Et donc mon travail, j'insiste un tout petit peu là-dessus, a été d'essayer d'améliorer sa gouvernance, notamment en créant une gouvernance non plus du projet de déploiement, ce qui avait été évidemment fait, mais maintenant il s'agissait de faire en sorte que ça soit pérenne. Et avec l'équipe, notamment certains sont ici là, il s'agissait d'essayer de faire en sorte qu'on démontre mois par mois, année après année, que ce sont les établissements qui décident de la feuille de route des évolutions qui sont nécessaires pour l'applicatif, qui anticipent aussi des évolutions métiers qui arrivent, qui n'étaient pas forcément
l'implémentation initiale, et qui finalement montrent qu'ils sont capables de gouverner donc, cet applicatif collectivement de manière très large, et aussi donc, de permettre les innovations qui parfois ne concernent que quelques établissements, puisque certains établissements donc, voulaient des paramétrages spécifiques et voulaient des usages spécifiques. Donc tout à l'heure on parlait de commun gouvernance, il faut penser à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement de mutualisation qui ne passe pas par un mode de fonctionnement institutionnel organisé, et les agents donc, de l'AMU, le GIP, mais aussi les agents à leur niveau ont un rôle très très important d'animation donc, de cela. Alors, deuxième point, et je m'arrêterai là pour ce premier tour de table. Donc, la période dont j'ai eu la charge a été donc qualifiée donc, d'une période vers SS2I, ou voilà. Je voudrais peut-être nuancer un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite donc, de ce succès, il y a des établissements qui se sont mis à penser qu'ils voulaient changer de système d'information de manière beaucoup plus rapide, en fait, que ce que le permettait le rythme de l'AMU. Rythme qui était largement lié à ses financements, à la capacité donc, à mobiliser donc, de l'argent. Et donc, une étude a été menée pour voir si on ne pouvait pas essayer d'aller plus vite. C'est-à-dire ne pas attendre que... année après année, noisette après noisette, on ait récupéré finalement assez d'argent pour commencer à investir, mais de faire comme le font beaucoup de structures donc de droit privé, d'emprunter de l'argent pour investir, et ensuite d'avoir la possibilité donc, de rembourser, d'amortir cet investissement donc, sur une période de temps donc, qui est celle donc, de la durée de l'investissement. Et donc cette étude a été faite de plusieurs manières, à la fois économique et financière, mais elle a mené aussi à un grand parangonnage sur qu'est-ce que c'est que la mutualisation finalement. Et donc je ne sais pas si ces travaux sont encore facilement disponibles, mais moi ils m'avaient beaucoup intéressé et on les avait largement partagés. Parce qu'on peut en tirer un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que, eh bien, il faut qu'il y ait des gains. Puisque en fait, la tendance n'est pas spontanément à la mutualisation, la tendance n'est pas spontanément à la coopération. Et donc l'identification des gains de mutualisation est un point extrêmement important. Le deuxième principe aussi important, c'est qu'il y a une temporalité. C'est-à-dire qu'on peut très facilement mutualiser quand ça commence. Mais quand les choses sont déjà très installées, c'est très difficile à faire, puisqu'il y a en fait des coûts d'amortissement finalement des choses faites qui deviennent très très importants, qui sont des coûts de transaction et qui deviennent élevés. Et puis le troisième point, et c'est peut-être le plus important pour la vie de l'AMU, c'est qu'on n'a pas vu d'expérience donc, de mutualisation sur un seul axe qui est celui des systèmes d'information. Les enjeux sont souvent des enjeux qui sont liés, qui associent des transformations métiers, des enjeux de compétences des agents et des enjeux d'outils, notamment sur les systèmes d'information. Et que la bonne manière, le bon mix, associe les trois à la fois. Si on essaie d'agir que sur les systèmes d'information, on s'aperçoit que très souvent, même si on arrive à avoir des cahiers des charges, on ne s'entend pas réellement sur le contenu, on n'a pas une vision partagée, et donc très très vite, des contradictions vont apparaître. Et donc, et je crois que c'est un élément important donc, de cette étude, le plan stratégique à l'époque a décidé donc, de s'appuyer sur ces trois axes, et même le SI, c'était plus le premier, c'était le troisième. Le premier étant donc l'accompagnement des transformations désirées des établissements, donc la vision qu'ils ont d'eux-mêmes finalement, la capacité qu'ils ont à avoir un destin partagé sur certains sujets et de ne pas en avoir sur d'autres, donc accompagner de cela la question de la transformation des compétences présentes dans l'établissement et de leur disponibilité au niveau des agents. Voilà, je m'arrête peut-être à ce stade pour le premier tour de table. Merci Claude. Pour la période qui me concerne et qui est longue, parfois, la plus longue, diront la plus longue, enfin trop longue peut-être, non donc 9 ans, et donc effectivement j'ai succédé à Claude Ronceret. Alors moi je venais, j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement supérieur et de la recherche.
que ce soit en établissement, en université, en administration centrale, à la DAF, à la DGCIP, en cabinet ministériel auprès du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, lorsqu'il était donc Premier ministre. Et donc, je suis arrivé à l'AMU en terrain connu, puisque lorsque j'étais à la DAF, en fait, je représentais Michel de la Casagrande, qui était commissaire du gouvernement donc de l'AMU, donc du temps de Josette Soulas. J'ai eu l'occasion, effectivement, de travailler sur les questions de l'AMU, et notamment les questions RH. Donc en 2014, il y a en fait, et je reprendrai les différents éléments qui viennent d'être énoncés, parce que en fait, on va pendant cette période essayer de mélanger tout ça pour essayer d'en faire quelque chose de le plus efficace possible au bénéfice de nos adhérents. Donc il y a à la fois ce qu'a dit Claude, c'est-à-dire faire en sorte que effectivement, lorsqu'on parle de SI, et le SI, lorsqu'on parle des dépenses de l'agence, évidemment écrase l'ensemble des dépenses que l'on réalise, mais il y a l'accompagnement et la formation. Et donc tout au long de cette période, ce triptyque, on a, malgré la volonté de certains de faire évoluer en fait ce triptyque au profit éditeur de logiciels en fait, et de rester dans cette configuration-là. Et pendant toute cette période, on a expliqué à nos différents interlocuteurs que finalement, c'était pas viable en fait de ne rester que sur les SI, et qu'il y avait toute la partie transformation, toute la partie formation et accompagnement et montée en compétences des personnels des établissements d'enseignement supérieur qui faisait finalement un continuum, et qui donc il fallait préserver ce continuum. Donc pendant cette période, on s'est attaché effectivement à défendre ce triptyque qui aujourd'hui fonctionne toujours, et avec un volet accompagnement qui, à mon sens, qui a été initié effectivement sur les périodes précédentes et qui aujourd'hui est extrêmement présent, avec le développement des communautés métiers, les interactions effectivement avec de nombreux partenaires, que ce soit l'IHESF, que ce soit dont je remercie la présence aujourd'hui, que ce soit avec l'association Cocktail. Merci Gilles d'être présent aujourd'hui. Et donc développement de partenariats pour justement avoir en fait une dimension, une vision globale en fait des transformations qui sont à l'œuvre dans les établissements. En 2014, la question qui est posée est celle du positionnement effectivement de l'agence vis-à-vis des adhérents. D'aucuns disent qu'effectivement on est dans une période où on est dans une relation client-fournisseur en fait, et notamment par cette vision éditeur de logiciels. Et donc on est dans des débats aussi avec l'association Cocktail, puisque en 2014 effectivement il y a des échanges qui vont effectivement être fructueux et vertueux, puisqu'on va arriver à des partenariats et arriver à la co-construction d'une solution logicielle qui est Pégase, un programme PC School. Donc il y a cette notion effectivement et c'est on a parlé des communs, c'est l'essentiel en fait de la vie de l'agence, c'est de voir comment on fait adhérer en fait des établissements qui sont autonomes, des établissements qui peuvent faire des choix divers, des choix d'éditeurs, des choix de construction par leurs équipes de solutions logicielles, de voir comment on peut en fait les maintenir en fait dans cette communauté de l'enseignement supérieur de la recherche proche de l'AMU, et effectivement de faire en sorte qu'ils adhèrent et qu'ils prennent les produits de l'agence. Donc cette réflexion sur comment on fait effectivement adhérer au projet de l'agence les établissements, elle est passée par les formations, elle est passée par l'accompagnement, et puis aussi c'est passé par la co-construction en fait des solutions logicielles, avec une distinction qui a été faite entre activités cœur de métier et puis les activités dites support, et cœur de métier où on va chercher en fait du côté des établissements non seulement effectivement les besoins, répondre aux besoins, établir des cahiers des charges, mais aussi construire la solution avec des équipes de développement dans les établissements. Donc on pousse en fait cette volonté d'intégration un peu plus loin, en disant mais
c'est à cette période, ça se refait, mais c'était à la période initiale, ça s'était fait aussi, où en fait les premiers développements étaient faits par des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc finalement, voilà, on a fait notre évolution. Mais on revient effectivement pour les activités cœur de métier à de la co-construction avec les établissements. Et comme le disait Claude, la mutualisation, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui n'est pas naturel. Et donc c'est lorsqu'on travaille avec les établissements dans la durée, puisque c'est des projets qui durent, non pas seulement parce qu'il faut les construire, mais aussi il faut les maintenir, il faut les faire évoluer, il faut les dans le temps, donc sur une quinzaine d'années. Et donc ça nécessite effectivement un travail important d'adhésion auprès des établissements qui sont constructeurs. Donc on n'est pas revenu au schéma initial, on a essayé de faire la part des choses et de voir effectivement sur la partie cœur de métier être dans la co-construction, pousser jusqu'au développement. Et puis sur les fonctions support, il y a SAP, il y a Share Access, il y a effectivement des éditeurs qui répondent aux besoins de la communauté. Et donc on va travailler avec ces éditeurs et ces intégrateurs pour déployer nos solutions logicielles. Donc voilà, donc il n'y a pas eu un mouvement de balancier entre tout éditeur ou tout co-constructeur, tout co-construction en établissement. Et donc on a essayé là aussi de chercher un équilibre. En fait, pendant ces 9 ans, mais on est dans un écosystème qui est complexe avec des établissements qui arguent de leur spécificité. Et donc on a une complexité à gérer. Et voilà, les réponses ne peuvent pas être binaires, noires ou blanches. Il faut à chaque fois effectivement essayer de faire en sorte de pouvoir s'adapter au contexte, de pouvoir s'adapter aux évolutions des établissements qui, du point de vue de la transformation, de la modernisation de leurs outils et de leur propre transformation, ont aussi beaucoup évolué, puisque voilà, ils ne sont pas restés sans rien faire. La MU a évolué, mais eux, les établissements également, ont fortement évolué. Et donc, on est plus dans une logique, effectivement, pas de sachant, non sachant, mais vraiment de sachant et donc d'échange entre pairs sur les différents sujets qui sont portés par la MU. Donc, il y a un niveau d'exigence, un niveau de complexité qui est plus grand, mais c'est à nous, à une structure comme l'AMU, de pouvoir le gérer entre les interactions entre l'État, France Université, les établissements, et donc essayer de se mettre au niveau pour pouvoir en fait gérer cette complexité. Un dernier mot sur le modèle économique, donc effectivement qui est le nerf de la guerre et qui n'est pas propre à l'agence. Là aussi, il y a eu la volonté de faire évoluer en fait ce modèle économique. Donc il y a eu la période dont Claude a parlé effectivement de recherche de financement. Ce que nous on a essayé de faire, c'est auprès des établissements finalement plutôt que d'appliquer en fait une tarification comme on le faisait jusqu'à présent, où en fait on avait un même niveau de redevance annuelle mutualisée qui était identique quasiment tout au long de la vie du projet, c'est de faire participer en fait les établissements au moment où la MU fait les plus gros investissements, et donc de faire des redevances en fait qui sont assujetties en fait au volume des investissements que l'on réalise. Et donc effectivement ça demande des efforts supplémentaires aux établissements en début de projet, au moment de la co-construction. Et puis après, on ajuste en fonction effectivement des coûts qui sont supportés par l'agence. Ça, c'est un système effectivement qu'on peut considérer comme raisonnable. Après, dans un contexte où les établissements ont des contraintes budgétaires extrêmement fortes, les discussions sont assez régulières sur ces sujets-là pour justement effectivement voir comment les établissements doivent contribuer en fait à cet effort de mutualisation et de modernisation. Donc là, l'État joue un rôle en tant que financeur principal évidemment de l'ensemble de ces structures. Voilà pour ma part. Merci. Deuxième tour de table, on va parler un petit peu de modernisation, de mutualisation. Vous en avez déjà un peu parlé. Peut-être qu'on fera un troisième tour de table, mais ça risque d'être un peu juste sur compétition et coopération, pour faire un petit clin d'œil à Christine Musselin. Et donc, comment en fait aujourd'hui l'enseignement supérieur de la recherche est à la fois en compétition par ses structures et en coopération par ses acteurs. Là, sur la partie modernisation, mutualisation au fil de l'histoire de la MU, j'ai envie de reprendre la voix de Josette. Hein. Elle ne m'en voudra pas, je suis un peu enroué pour elle, sûrement. On est en 2002. J'étais un peu choqué, en fait, lorsque le M de mutualisation est devenu
a remplacé le M de modernisation. Comme si modernisation était gênant pour les présidents concernés. C'est bien que ce soit la même lettre au fond, parce que la marque était installée, commençait à s'installer. Ça, c'est moi qui dis la marque était installée, c'est pas Josette, c'est mon vocabulaire d'aujourd'hui. Derrière ceci jouent aussi des questions de pouvoir, et vous l'avez dit aussi, des évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les mêmes époques, le passage au RCE, passage à l'autonomie, donc qui sont des changements importants dans l'organisation publique et des politiques publiques. Et on a en fait cette logique. Pour elle, en fait, mutualisation a remplacé modernisation, mais les deux sont nécessaires. Alors, je vais vous faire réagir à cela, dans l'ordre que vous voulez. On peut oublier la parole. Jacques, vous avez été le premier à sourire. Oui. Pour moi, l'ADN de la MU, c'est la mutualisation, c'est-à-dire faire pour moins cher et mieux, tous ensemble, ce qu'on aurait fait plus cher et moins bien, chacun dans son coin. Cela étant, il est clair qu'à partir du moment où on agit collectivement, on agit dans le sens des orientations données par le ministère, dans le sens des souhaits des établissements, dans le sens de l'évolution des techniques et des outils. Bon, appelons ça modernisation. Et donc, les deux sont indissociables. Mais encore une fois, je pense que si les choses pouvaient se faire aussi simplement, aussi efficacement, chacun dans son coin, jamais on n'aurait mutualisé. Et moi, je pense que l'objectif, c'est quand même la transformation des modes de fonctionnement des établissements. Donc, on est bien on est toujours sur un objet qui est une forme de modernisation qui au-delà des outils, des systèmes d'information, etc., met en jeu la transformation des compétences, des organisations collectives, etc. Donc, moi, je pense que ça reste le champ qui définit ce qu'on essaye d'atteindre comme valeur ajoutée pour les établissements. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire le choix d'un dispositif qui s'appuie sur des contributions des établissements et sur des échanges entre les établissements. Ça, c'est le principe qui est le principe constructeur d'une certaine façon de la démarche depuis le début, alors avec des variations, enfin, etc. Moi, j'ai connu deux périodes. Il se trouve que j'ai connu deux développements dans le domaine des systèmes d'information dans notre ministère. Parce que j'étais concerné par tout le mouvement de la MU, etc., à différents moments. Mais j'étais aussi à une époque directeur des bibliothèques. Il y a eu une direction à un moment des bibliothèques, des systèmes d'information, etc., etc. Donc à l'époque où il y avait je ne sais pas combien de directions au ministère. Et par exemple, moi j'ai vécu le développement des systèmes d'information pour le réseau des bibliothèques qui a été piloté par l'État complètement différemment. Puisqu'il a d'abord été piloté par un portage par le ministère directement, puis ensuite confié à un établissement public qui est la BES. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il n'y ait pas du travail en réseau, parce que derrière, il y avait le réseau très fort d'ailleurs, de l'ensemble de nos organisations documentaires, des conservateurs, directeurs de bibliothèques, enfin, etc. Mais d'une certaine façon, l'établissement n'était pas du tout dans le même type de relation. Donc c'est intéressant de voir que notre ministère, au même moment, fait des choix différents. Voilà. Donc, d'ailleurs, avec des avantages et des inconvénients des deux côtés. Bon, probablement que ça a d'ailleurs été... la BES fait un travail très intéressant et j'ai vu les choses évoluer très positivement, mais... Probablement, les établissements sont restés pendant très longtemps un peu extérieurs à tout ça. Alors que, d'une certaine façon, du côté des outils de gestion, etc., pour faire court, on était vraiment dans une démarche de mutualisation. Donc moi, je pense que l'opposition entre les deux n'a pas beaucoup de signification. Je pense que, par contre, depuis le départ, je pense que tout le monde a tourné un peu autour de ça. Il y avait les problèmes de savoir comment on capitalisait l'investissement, comment on finançait les investissements etc. Et que ça, c'est resté dans une forme d'ambiguïté parce que on est quand même resté avec le fait que l'État avait un rôle régulateur absolument fort. Les établissements, on n'a jamais tranché pour dire on va capitaliser, entre guillemets, nous-mêmes la MU, ce qui aurait pu être un choix, éventuellement infléchissant la structure. Donc on a toujours eu ce type de problème. Je pense que le recours à de l'externalisation, SS2I, etc., et rapport à l'interne du milieu a varié selon les époques.
Et puis moi je pense que, en tout cas nous, quand on crée la MU, on a vraiment la signification que les établissements vont détacher du personnel. Quand on crée le GIG, on se dit on va détacher le personnel, on va faire tourner le personnel, etc. Et en fait ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que là on a fait une erreur d'analyse, enfin, etc. Après moi je remarque quand même que tout ce qui s'est développé autour de la MU est quand même plutôt tourné vers les fonctions support. Qu'aujourd'hui, les outils informatiques, le champ des systèmes d'information, etc., touchent de plus en plus aussi le cœur de métier, le numérique, etc. Et que là, on est sur une situation qui est peut-être un peu différente dans la relation mutualisation, établissement, mise en commun, enfin, etc. Donc voilà, je ne sais pas très bien comment les choses évolueront. Donc moi, je pense que mutualisation, modernisation, on est dans ce champ-là. Alors ça paraît, on est dans le champ de l'évolution des établissements. Mutualisation, c'est le principe de savoir qu'on construit ça ensemble. Et moi, pour aller vers l'aspect compétition, coopération, moi, ce que je constate, c'est que on a eu à un moment donné un positionnement de l'État dans l'impulsion du changement qui bascule, qui change. Avant RCE, l'État s'appuie très fortement sur le développement de la coopération avec les établissements comme mode d'évolution et de transformation. La RCE, c'est plutôt l'accroissement de l'autonomie des établissements. Et ensuite, ce qui vient derrière, c'est-à-dire en particulier les appels à projets, etc., c'est quand même une forme de mise en compétition des établissements. Même si c'est une mise en compétition régulée, équilibrée, enfin, etc., mais c'est quand même une forme de mise en compétition des établissements. Ce que je constate, ce qui, moi, ne me semblait pas forcément acquis, malgré la différenciation accrue des établissements, malgré cette forme de compétition entre établissements, enfin, etc., finalement, la volonté de partage au sein de la MU, finalement, me semble rester finalement quand même très structurante pour tous les établissements. Voilà, je ne vois pas beaucoup de différences. Je connais bien, par exemple, l'Université de Marseille qui s'appelle aussi la MU. J'y suis assez souvent. Je les vois dans un rapport qui ne me semble pas différent de rapport à la MUE, que d'autres établissements qui ont des tailles, des histoires, etc. différentes. Et ça peut vouloir dire qu'on a ancré des choses dans des réseaux professionnels, que vous avez ancré des choses dans des réseaux professionnels assez profondément, et que c'est assez structurant pour nos perspectives d'évolution. Je me situe évidemment dans la complémentarité, dans la continuité donc, de ce qui vient d'être dit. L'ambiguïté, je l'aime beaucoup, l'ambiguïté de ce mot M dans AMU, je crois que c'est le bon choix. Ceci dit, donc, quand on regarde de près donc, à la fois les possibilités de changement et les résistances au changement, ce sont des termes qui sont consacrés, on voit assez vite quand même qu'il y a des moments et il y a des objets qui sont plus ou moins propices en fait à la coopération et d'autres qui le sont moins. Quand est-ce que c'est propice ? C'est propice quand souvent on est devant un inconnu qu'on ne sait pas bien. Et donc la première chose qu'on va aller chercher en partageant avec d'autres, c'est de l'information, c'est donc éventuellement de l'innovation, c'est des solutions. Voilà. Quand on ne sait rien, on est vraiment dans une situation où c'est très facile de faire le pas vers le partage. C'est tout à fait différent quand on a déjà passé beaucoup de temps à réfléchir à un sujet, éventuellement même à se différencier, à donc se faire une doctrine en quelque sorte, parce que pour partager, il faut casser la doctrine, il faut arriver à y renoncer. En ce sens-là, pour moi, il y a quand même vraiment un sujet de quand on mutualise. C'est-à-dire que plus on mutualise de manière précoce, plus on s'appuie finalement sur les changements et sur l'innovation, et plus il est facile à ce moment-là de délivrer, d'aller jusqu'au bout en fait d'un projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quand même la nécessité, quand on construit des projets qui vont durer un peu longtemps, d'avoir une vision. Il faut l'avoir, et ensuite, il faut qu'elle soit partagée. Or, c'est de moins en moins évident. C'est-à-dire, à un moment donné, il y avait un peu vacance de vision. On avait des établissements qui étaient très concentrés sur un certain nombre de sujets, mais qui n'avaient pas forcément une vision stratégique de la façon dont ils devaient s'organiser, de la façon dont leur système d'information devait fonctionner, de la façon dont même leurs ressources humaines devaient fonctionner. Avec l'autonomie croissante, et ce n'est pas
c'est ce qui était souhaité, donc c'est juste un résultat positif. Il y a eu de plus en plus des cultures d'établissements qui se sont mises en place, et elles sont légitimes. Moi, j'ai travaillé dans 2 établissements qui se flattaient de cette culture autonome, de manière très très forte. Et j'y étais pour rien, hein. Je suis arrivé, c'était comme ça, je suis parti, c'était à peu près comme ça. À l'université Pierre et Marie Curie, c'était vraiment une volonté farouche que de vouloir, sur certains sujets, se différencier. Et c'était d'autant plus farouche que ça touchait directement la vie des étudiants et les chercheurs. Donc les 2 sujets métier et cœur de métier, voilà, c'était des sujets sur lesquels on n'avait pas forcément envie d'aller en partage, ou alors pas avec les voisins immédiats, mais de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Manche au minimum. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut considérer. On a eu l'impression à ce moment-là aussi, c'était dit par Bernard en particulier, que l'État lui-même renforçait ça, c'est-à-dire essayer de mettre en place des dispositifs pour essayer, non pas qu'il y ait une coopération à l'échelle nationale, mais qu'il y ait d'autres logiques beaucoup plus territoriales. C'est comme ça, par exemple, que sont nés donc les outils numériques, entre guillemets, pour les étudiants, puisqu'on n'a pas décidé à l'époque tout de suite de lui ordonner un réceptacle national. C'est l'État lui-même qui a mis en place des dispositifs d'appel à projet, donc développant des logiques territoriales concurrentes les unes par rapport aux autres. Voilà, donc il y a une responsabilité à ce moment-là collective, à la fois donc, des établissements et de leur organisation et de l'État, pour définir un domaine sur lequel la mutualisation est possible, et il y a d'autres domaines pour lesquels ça ne l'est pas. Moi, pendant le temps où j'étais à l'AMU, j'ai vraiment plaidé que les 2 sujets majeurs que sont l'accueil, l'accompagnement et le suivi des étudiants soient une question fondamentale, et que l'activité de recherche était aussi une activité fondamentale. Et donc, il fallait que l'AMU traite de ces 2 sujets, en tout cas qu'elle les investisse, qu'elle essaie d'occuper le terrain, de comprendre ce qui s'y passe et éventuellement de participer à l'offre. Donc ça, c'était difficile à faire, mais il me semble bien que quand même il y a eu une progression, puisqu'il y a eu une légitimation quand même progressive, que les universités pouvaient s'organiser sur ces sujets-là, pouvaient aussi, par exemple dans le domaine de la recherche, à un moment donné, être un interlocuteur légitime et même reconnu des opérateurs de recherche, dont certains sont entrés à l'intérieur et je m'en félicite. C'était le cas de l'INRA pendant que j'y étais, et d'autres sont restés à la porte, mais ont de plus en plus reconnu donc, l'AMU comme un partenaire obligé, pas forcément désiré, mais qui était là et qu'on est obligé de respecter. Donc ça a été aussi un progrès. La difficulté, c'est que la vision partagée n'est toujours pas forcément là. C'est-à-dire que sur certains sujets, dès qu'on gratte un peu, est-ce qu'il y a vraiment la vision partagée ? Voilà, je ne le crois pas. Donc si jamais il n'y a pas la vision partagée, donc si ce que j'appelais le premier axe, l'accompagnement, ne permet pas en fait de dégager une vision partagée, il faut faire très attention de ne pas aller construire des usines à gaz dans le domaine des systèmes d'information, parce que ça devient très vite des éléphants blancs, et ces éléphants blancs, ils peuplent le désert, hein, mais ils ne sont pas retenus par les établissements et par leur personnel. Merci Claude. Oui, alors le désir se construit, se nourrit en fait. Et donc aujourd'hui, on a des organismes de recherche, je regarde Michel Labadie, qui nous aiment. N'est-ce pas Michel ? Donc oui, et puis pour souligner l'action de l'actuel président du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'AMU, M. Gilles Roussel, qui est présent, qui nous fait la joie d'être présent, même s'il est sur son smartphone en ce moment. Alors, en fait, le rôle des universités comme opérateurs de recherche, ça a été mis en avant pendant son mandat de président de la CPU. Et donc, bien évidemment, les travaux qu'on a menés avec des organismes de recherche aussi découlent de cette volonté politique, effectivement, de recentrer, de repositionner en fait les organismes de recherche au sein de la communauté ESR.
Sur les questions de mutualisation, modernisation, en fait, effectivement, elles sont intimement liées. Après, c'est comme en matière de fonctionnalité, en matière de SI, c'est une question de profondeur, en fait, profondeur de champ, puisqu'on peut mutualiser effectivement des éléments, partager des expériences. Ça peut être du niveau de l'information, comme ça peut être effectivement de la volonté de transformer. Donc, il y a des degrés effectivement dans ce qu'on peut faire avec la mutualisation, qui font que ce seront des actions de modernisation qui sont structurantes ou peu structurantes, mais qui effectivement permettront d'avancer sur un certain nombre de sujets. Donc dans l'idée de modernisation, je pense qu'il y a aussi un niveau, une question d'ambition et de degré d'ambition que l'on peut porter pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui sont, dont je pense que le positionnement a changé effectivement, et dans le mode de fonctionnement, pour le mode de fonctionnement de l'AMU, mais aussi parce que, comme vous l'avez indiqué, il y a ces questions de différenciation qui sont en l'œuvre, différenciation qui sont souhaitées par l'État. Et donc, en matière de modernisation, en matière de transformation, on a eu un rôle qui est, je pense, beaucoup plus important et qui est souhaité par le ministère, puisqu'on parlait de financement tout à l'heure. On sait qu'il y a de nombreux financements en fait, qui viennent maintenant par appel à projet, et donc on a une volonté à la fois de différenciation donc des établissements dans leurs approches en matière cœur de métier, que ce soit pour la recherche, que ce soit pour la scolarité. Et dans le même temps, et c'est sans doute un paradoxe, mais qui est sans doute apparent, on demande effectivement beaucoup plus de mutualiser, en fait, et c'est-à-dire de porter, en fait, dès lors qu'effectivement on a des dispositifs de différenciation qui fonctionnent, de les mutualiser, de les porter à un niveau supérieur. Donc, s'appuyer sur la différenciation pour après, effectivement, demander à ce qu'on fasse de la différenciation la règle, la norme, ça peut parfois être un peu compliqué. Donc là, on a besoin effectivement d'un portage politique extrêmement fort pour porter ces questions-là. Voilà ce que je voulais vous indiquer sur ces sujets-là. Merci. Merci. Vu l'heure, je vais clore cette table ronde. On a fait le tour sur tout ce dont on avait envie de discuter. Chacun d'entre vous a partagé un souvenir dans l'ouvrage, donc je vous recommande de le regarder. Vous aurez un petit côté affectif de ce qui se passe, de ce qui se passait à cette époque. C'est pas forcément un projet, ça peut être une anecdote sur un moment de vie, mais qui reste un souvenir ancré. Je vous remercie, vous quatre, et je remercie Josette aussi d'avoir joué de l'entretien, ceux qui sont présents aussi ici et qui ne sont pas à la table. Et je vais vous demander de retourner à vos places si vous voulez bien.